Bonjour à tous, donc je fais cette vidéo pour faire la correction de la première partie de la séquence 4, la sexualité et la contraception. Donc l'objectif de cette séquence et de ce chapitre va être de vous apporter les connaissances des états et des organes de la reproduction nécessaires à la compréhension des modes d'action des différents moyens de contraception. Pour faire simple, l'objectif va être de comprendre le fonctionnement des organes de la reproduction pour comprendre comment fonctionnent les différentes méthodes de contraception. Dans cette séance 1, on va s'intéresser à la physiologie de l'appareil reproducteur féminin et masculin. Et vous avez fait donc que la première partie de la séance 1, puisque vous avez travaillé majoritairement sur l'appareil reproducteur féminin. Mais avant cela, comme à chaque fois, on va partir donc d'une situation. Donc la situation, c'est un couple, Théo et Nadia, donc un couple qui est formé depuis 2 ans, un couple fidèle, et ils ont un rapport sexuel. Le lendemain, ils se rendent compte donc qu'ils ont oublié d'utiliser un préservatif. Ils angoissent car Déborah n'a également pas pris son moyen de contraception. De plus, elle est en milieu de cycle menstruel, ce qui peut augmenter, ce qui va même augmenter le risque de grossesse non désirée, en tout cas dans ce cas-là. On verra pourquoi à la fin de cette vidéo. Comme à chaque fois, il faut formuler la problématique posée dans la situation. Donc, il faut formuler, écrire une phrase, proposer une problématique générale sur la situation, problématique à laquelle on va devoir essayer de répondre tout au long de ce chapitre, de cette séquence. Donc, moi, ce que je proposais, c'était comment prévenir le risque de grossesse non désirée, comment on pouvait arriver à cette problématique, et il fallait s'intéresser entre autres aux dernières phrases de la situation. Pour analyser cette situation, je vous ai proposé le diagramme suivant. Donc, on parle du diagramme cause à effet. Je ne sais plus si on a déjà eu l'occasion de travailler avec ce type de diagramme, mais il se présente de la façon suivante. Nous avons tout à droite un effet final, qui est dans notre cas le risque de grossesse désirée. Tout au long de cet axe, on va avoir en fait les différentes causes qui vont venir s'imbriquer, se mettre les unes à la suite des autres et qui vont être donc responsables de cet effet final. J'ai classé les causes en 3 groupes. Premièrement, les éléments qui concernent le couple. Donc, il s'agit d'un couple fidèle et ils ont eu un rapport sexuel. Les éléments, donc les causes, mais liées uniquement à Théo. Théo n'a pas utilisé de préservatif. Et enfin, les éléments concernant uniquement Nadia. Elle n'a pas pris sa pilule depuis 24 heures. De plus, elle est au milieu de son cycle menstruel. Passons maintenant à l'activité numéro 2, la physiologie de l'appareil reproducteur féminin. Donc, je ne sais pas si j'ai pas été clair, si je n'ai pas été assez clair dans mes consignes ou dans mes documents, mais j'ai réalisé un tableau en parallèle de ce schéma. Donc, vous avez au fait des numéros qui allaient de 1 à 9 de mémoire. Et pour faciliter le travail pour les personnes qui ne pouvaient pas imprimer, qui ne pouvaient donc pas directement travailler sur le schéma, j'ai réalisé en plus de ce schéma un tableau sur lequel j'ai reporté les différents numéros des légendes et vous deviez simplement mettre les légendes qui étaient présentes ici. Il y a des personnes qui m'ont correctement répondu pour ce schéma et qui a ensuite reporté les légendes dans le tableau, mais dans un ordre différent. Enfin bref, il fallait soit faire le tableau, soit faire le schéma. Dans tous les cas, les légendes à mettre dans le schéma et dans le tableau étaient identiques. Ok, correction maintenant. Donc, on avait en première légende le pavillon de la trompette. C'est cette région que vous avez juste ici, là, qui correspond en fait à la jonction entre la trompe et les ovaires. On a donc ensuite l'ovaire qui est cette partie-là en rose très foncé qui va être l'organe responsable de la libération
sont des cellules sexuelles, donc c'est-à-dire les ovules, les cellules nécessaires à la reproduction. Troisième légende, il s'agissait donc des trompes. Ça va être au fait un conduit qui va relier l'ovaire au fait à l'utérus. C'est tout ce conduit que vous avez ici. Si vous avez cherché d'autres schémas sur internet, vous êtes peut-être tombé sur le terme trompe de Fallope. C'est la même chose. Vient ensuite l'utérus. C'est cet organe ici, creux, que vous voyez là. Ici, ça va être en fait une poche qui va être responsable du développement de l'embryon, puis du développement du fœtus. Donc ça va être en fait tout l'organe de la grossesse. Vient ensuite le col de l'utérus, représenté ici et ici. Ça correspond au fait à la jonction, la délimitation qu'il y a entre le vagin et l'utérus. Vous le voyez clairement ici, c'est vraiment la limite du vagin et au fait le début de l'utérus. Légende suivante, c'était donc le vagin, donc l'organe de reproduction féminin. Légende suivante, donc c'est le clitoris. Donc si vous avez bien lu le document 3 qui vous aidait à compléter ce schéma, on vous parlait d'un organe très sensible, érectile. Donc en fait, le clitoris, c'est l'organe qui va être responsable du plaisir féminin. Il va y avoir des millions de terminaisons nerveuses. C'est pour ça qu'on parle d'organe érectile, c'est-à-dire en fait responsable du plaisir. Donc vous voyez qu'il se situe ici, très proche de l'orifice urinaire, mais il s'agit en réalité que d'une partie immergée. Donc le clitoris va être visible à l'œil nu, mais pour autant, derrière, à l'intérieur, si vous voulez, il va avoir toute une partie immergée. Il faut un peu voir ça comme un iceberg. Les icebergs, vous allez voir la partie qui flotte, mais tout en dessous, vous allez avoir une partie plus importante. Et le clitoris, c'est pareil. Il y a la partie qui va être visible à l'œil nu, qui va être extérieure, responsable du plaisir. Et au fait, à l'intérieur, il va y avoir plusieurs ramifications qui vont venir englober, entourer même plutôt le vagin, ce qui va être responsable du plaisir chez la femme. Donc le clitoris, proche de l'orifice urinaire que vous voyez là. Donc ce qui est important de repérer, c'est qu'il y a bien deux orifices, un orifice urinaire et un orifice génital. Donc l'orifice urinaire va être l'orifice responsable de l'excrétion de l'urine. Donc il va être en fait relié à la vessie, c'est ce que vous voyez ici. Et on va ensuite avoir l'orifice génital qui est lui l'orifice par lequel est réalisé le rapport sexuel. Vient ensuite en avant-dernière légende les lèvres que vous voyez ici. Donc elles sont au nombre de 4. On va avoir au fait une paire de petites lèvres et une paire de grandes lèvres qui vont être au fait à l'extérieur du vagin. Et enfin, la dernière légende, c'était donc la vulve. Ça va être en fait la partie extérieure de l'appareil reproducteur féminin, l'organe reproducteur féminin, qui comprend à la fois les lèvres, mais également les deux orifices urinaires et génital. Passons maintenant au rôle de certains organes de l'appareil reproducteur féminin. Donc, les ovaires, ils sécrètent les hormones. Vous l'avez vu dans le document suivant, elles vont être responsables de la libération de deux hormones. Les hormones sont également responsables de la libération des ovules. C'est cette cellule qui va être à l'origine de la fécondation, donc à l'origine de la création d'un embryon. Vient ensuite les trompes, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être le lieu de la fécondation. Donc en fait, l'ovule va libérer, les ovaires, vont libérer les ovules.
Lorsqu'il y a rapport sexuel, éjaculation, il va donc avoir libération de sperme. Et à l'intérieur de ce sperme, on va retrouver les spermatozoïdes, qui sont les cellules reproductrices masculines. La rencontre de ces deux cellules, donc du spermatozoïde et de l'ovule, va avoir lieu au niveau des trompes. On va ensuite avoir donc l'utérus. Son rôle est de réaliser au fait la grossesse, et ça va être là où il va avoir l'implantation de l'embryon, puis tout le développement du fœtus. Et enfin, le vagin, donc ça va être son rôle, va être donc d'évacuer les règles, de recevoir le sperme lors de la relation sexuelle. Passons maintenant au document numéro 5 qui était le plus compliqué, donc c'était les cycles de l'ovaire et de la paroi utérine. Donc j'ai déjà réalisé une vidéo pour vous expliquer du mieux possible ce document. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va commencer par lire la question et voir la réponse, et ensuite voir où vous pouviez trouver cette réponse dans le document numéro 5. Donc question 6.1. Nommer l'organe qui est à l'origine des règles. Donc, dans le document numéro 5, il fallait aller à ce schéma précisément, donc le cycle de la paroi utérine, où on voyait que les règles ont lieu en tout début de cycle menstruel, donc on parle de règles de menstruation, donc ça va être en fait la dégradation, l'évacuation de la couche superficielle de la paroi de l'utérus. Donc ici, donc l'organe qui est responsable des règles, c'était bien l'utérus. En tout cas, c'est sa paroi superficielle qui va être dégradée et ensuite libérée pendant les règles. Indiquer à quel moment du cycle se produit l'ovulation. Donc, c'était un peu notre fil conducteur du document numéro 5. C'était ce trait vert qui était présent sur tous les différents schémas de ce document. Vous le retrouviez là, vous le retrouvez également sur le diagramme sur la variation de température. Donc, l'ovulation a lieu au 14e jour. Donc, au fait, au milieu du cycle menstruel. Nommer les deux hormones sécrétées par les ovaires, donc c'était la progestérone et l'oestrogène, donc progestérone et oestrogène. On va y revenir dans quelques secondes. Et enfin, nommer l'organe sur lequel agissent ces hormones. Donc ces hormones agissent entre autres, elles ne font pas que ça, mais elles agissent également sur l'utérus. Comment vous pouviez trouver cette réponse, déterminer cette réponse? Donc, on avait vu dans la précédente vidéo que la libération, la production d'oestrogène et de progestérone n'ont pas lieu au même moment du cycle. On le revoit bien sur ce schéma. On va avoir une production d'oestrogène qui va être croissante pendant la première partie du cycle. Et une sécrétion puis elle va décroître doucement pour revenir à un niveau de base à la fin du cycle. En revanche, la progestérone va, elle, être présente, mais en faible quantité dans la première partie du cycle, puis va être très présente dans la phase lutéale, en fait, dans la deuxième partie du cycle. On avait dit que l'oestrogène était produite par les follicules ovariens, on le voit bien. Au plus les follicules se développent, évoluent, devient complexe, devient plus important, plus gros, à un plus gros diamètre, au plus on voit la production d'oestrogène augmenter. On a un pic ici aux alentours du 12e jour. Si on regarde le 12e jour, c'est à ce moment-là qu'on va avoir le follicule le plus évolué possible, avec ensuite au 14e jour la libération de l'ovule. Il faut bien comprendre que le follicule, c'est cette structure que vous voyez en jaune entre autres qui va entourer l'ovule et qui va être responsable de son évolution, de sa maturation. Vous le voyez, au début on a un follicule en rose qui est seul. Au fur et à mesure
on va avoir tout ce follicule, toute cette partie jaune qui va devenir plus importante, qui va de plus en plus entourer. Cette partie va en fait permettre d'apporter, si vous voulez, tous les nutriments nécessaires à l'ovule pour se développer. Lorsque les follicules ne sont plus présents, on va avoir une diminution petit à petit de la production d'oestrogène, ce que vous voyez en violet avec la courbe qui baisse. Mais lorsqu'il n'y a plus de follicules, il y a maintenant ce qu'on appelle un corps jaune, c'est ce qui reste après l'ovulation. Et lorsqu'il y a corps jaune, il y a augmentation progressive de la progestérone. Donc, ces deux hormones sont produites à des moments différents du cycle. Ok, ça on l'avait déjà dit. Mais maintenant, quels vont être leurs rôles? Comment on fait pour déterminer leur rôle? Il fallait donc voir la deuxième partie. Ici, on vous disait clairement que c'était ces différents éléments qui allaient être responsables de ces variations d'hormones, ces productions et variations d'hormones. Là maintenant, on va voir quel est leur rôle. Donc il faut faire le chemin inverse. On a vu qui produisait les hormones, on va maintenant voir qu'est-ce qu'elles vont faire. Alors, on a dit que dans la première partie, on a une augmentation de l'oestrogène. On part du 4e jour, on va au 13e jour, 4, 13, et on va faire la même chose ici. Regardez. On part du 4e jour et on se projette aux alentours du 13e jour. Au même moment qu'on a une augmentation de l'oestrogène, on va avoir une augmentation de l'épaisseur de la paroi utérine. On part d'une paroi qui est à 1 mm d'épaisseur après les règles à une paroi superficielle qui atteint les 6 mm au 14e jour. Donc, on observe qu'au plus on a d'oestrogène, au plus on va avoir la paroi superficielle de l'utérus qui va s'épaissir. Donc, le rôle de l'oestrogène va être, entre autres, de permettre l'épaississement de la paroi utérine. Ok. Maintenant, qu'est-ce que fait la progestérone? La progestérone est en deuxième partie du cycle. Elle est après le 14e jour. Plus on a de progestérone, regardez, on va aller au maximum de la progestérone, au pic si on veut de progestérone. 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va aller au 20e jour. 16, 18, 20, 21, 20. Voilà. Lorsque la progestérone est en concentration maximale dans le sang, n'oubliez pas qu'une hormone, c'est une molécule qui est dans le sang. Donc là, tout ça, ce sont des concentrations qui sont dans le sang. Lorsque la progestérone est au maximum dans le sang, on va avoir le maximum de vaisseaux sanguins dans la paroi superficielle de l'utérus. Donc, en résumé, ces deux hormones agissent sur quel organe? Sur l'utérus. Ok. Et ensuite, il fallait, donc, dans la question 6.4, décrire les modifications de la paroi interne de l'utérus au cours du cycle. Donc, au tout début du cycle, on a dit que la couche superficielle de l'utérus est détruite et évacuée, c'est les règles, au fait. On parle également de menstruation. Cette paroi devient ensuite mince, c'est ce qu'on voit ici. On va avoir les règles qui vont durer 4 à 5 jours en fonction des femmes. Un peu moins, peut-être un peu plus pour certaines. En tout cas, après les règles, on va avoir une paroi superficielle qui va être minimale. Son épaisseur va être le plus petit possible. Puis, elle va s'épaissir pour atteindre un maximum, en tout cas dans le schéma, de 6 mm au 14e jour. Lors de l'ovulation, au 14e jour, qu'est-ce qu'on peut dire sur la paroi? Eh bien, simplement qu'elle est épaisse. À partir du 14e jour, on a dit qu'il y avait un développement des vaisseaux sanguins. Et au moment où la sécrétion de progestérone est la plus importante, on a dit que la paroi est à son maximum et qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, on peut dire que le rôle de la progestérone est entre autres de
agir, de favoriser, de provoquer la vascularisation de la muqueuse utérine. Ok, donc voilà, donc j'espère avoir été clair, d'avoir traité au maximum ce document. Si vous avez encore des zones d'ombre, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un mail. Et même si vous avez d'autres questions en lien avec ce chapitre, avec la sexualité, des questions en lien avec la contraception, même qu'on ne les a pas encore abordées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'envoyer un message sur Pronote, je répondrai à vos questions. Pour finir maintenant, on avait dit deux éléments. On va finir avec cette dernière partie hein, où on voit que on va avoir également une variation de la température chez la femme aux alentours de l'ovulation. On va avoir un pic de température, on va passer de 36,2, 36,5 même, aux alentours de 37 degrés. 36,2 plutôt, oui. Juste avant l'ovulation, on va avoir une augmentation de la température. Dans la deuxième phase du cycle menstruel, on va avoir cette température qui va se maintenir, puis va diminuer. Donc ça montre bien que toutes ces hormones ont un rôle très varié. Les hormones, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment une molécule qui est capable de faire de la communication entre différentes parties de l'organisme. On a vu que tout ce qui peut se passer dans l'utérus, c'est grâce aux hormones. On va avoir des variations de température grâce aux hormones également. Pour finir, on avait dit en tout début de vidéo que le risque de grossesse non désirée était accentué par le fait que Nadia se trouvait en milieu de cycle menstruel. Pourquoi? Car en milieu de cycle menstruel, on est bien aux alentours de l'ovulation. Pour comprendre et pour qu'il y ait fécondation, il ne faut pas forcément qu'il y ait rapport sexuel le jour même de l'ovulation. On verra dans la suite du cours, je fais un peu de teasing, hein, que l'ovule peut se maintenir quelques jours dans les trempes, dans l'utérus. De même pour les spermatozoïdes présents dans le sperme, même si ils ont une durée, on va dire, de vie moins importante que les ovules. En tout cas, s'il y a rapport sexuel, admettons le 12e ou le 13e jour, donc quelques jours avant l'ovulation, si l'ovule se maintient dans l'utérus, se maintient dans les trompes et qu'il y a ensuite rencontre avec un spermatozoïde et car lui aussi va rester quelques jours, il y a un risque de grossesse non désirée. Donc ça, il faut essayer de le comprendre. Et pour qu'il y ait fécondation, il ne faut pas forcément être le jour J de l'ovulation, puisque ces deux cellules, les spermatozoïdes et les ovules, peuvent se maintenir à l'intérieur des trompes quelques jours. Il y a une chance que ces deux cellules se rencontrent 2 à 3 jours après un rapport sexuel et donc être responsable d'une fécondation et à terme peut-être d'une grossesse. Donc voilà, on verra tous ces éléments dans la suite du cours. Cette semaine, nous allons travailler un peu plus sur l'appareil reproducteur masculin. Bonne journée à vous.